à tous, bienvenue dans le Carrefour Digital. Aujourd'hui, nous allons vous dire comment utiliser le digital pour améliorer la croissance et la rentabilité d'un projet. Alors, notre invité du jour se nomme Seka Ao Parfait, Senior Manager de Microsave Consulting. Bonjour, Monsieur Seka. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, Monsieur Seka, pouvez-vous nous dire un peu plus sur vous? Je suis Monsieur Seka Ao Parfait. Je suis ivoirien. Je suis Senior Manager chez Microsave Consulting. J'ai la responsabilité de conduire en fait toutes les missions d'assistance technique et de conseil dans le cadre de projets de transformation digitale ou bien dans la conception et la mise en œuvre de services financiers digitaux. Alors, Monsieur Seka, vous avez parlé de Microsave Consulting. C'est quoi Microsave Consulting? Quelles sont vos activités? D'accord, merci beaucoup. Microsave Consulting est un cabinet de conseil international qui est spécialisé en inclusion financière, économique et sociale. Microsave a accompagné la transformation digitale et la finance digitale depuis le début. Microsave est une entreprise qui a plus de 20 ans et qui est présente dans 11 bureaux à travers le monde et qui a 3 bureaux en Afrique. Le bureau principal qui est le siège en Afrique qui est basé au Kenya, un bureau en Ouganda et le bureau francophone qui est basé à Dakar. Nous donnons essentiellement des conseils stratégiques et opérationnels à des organisations telles que des banques, des gouvernements, des institutions financières de tout type, des assurances, des régulateurs, des microfinances, pour les accompagner de façon stratégique et opérationnelle dans leurs projets de transformation digitale. Nos activités en fait se déclinent en 3 parties. Nous avons un pôle recherche qui se charge en fait d'analyser ce qui se passe dans un marché pour collecter des données, pour nous donner des informations sur ce marché-là. Et c'est à partir de ces informations sur ce marché qu'on a des éléments qui nous permettent de nous différencier des autres lorsque nous donnons du conseil pour la transformation digitale ou pour la création de produits et services. Donc, le volet recherche nous donne ces informations du marché qui nous permettent d'accompagner à travers des missions d'assistance technique et de conseil ces entreprises ou ces organisations. Et après, nous avons un institut que nous appelons Institut Helix, qui est notre pôle de formation, qui nous permet de mettre en place différents programmes de formation, aussi bien en présentiel qu'en ligne, sur l'ensemble des métiers de la transformation digitale. Très récemment, on a lancé un hub, le hub de la finance digitale, qui est un outil collaboratif qui est 100% francophone, 100% collaboratif et qui est totalement gratuit, qui permet en fait à tous les acteurs ou personnes qui sont intéressés par la finance digitale ou par le digital globalement, de pouvoir se connecter sur cette page-là pour avoir toutes les informations sur les événements, les interviews avec des personnes, des décideurs du monde de la finance digitale ou de la transformation digitale. Alors, Monsieur Seka, vous avez parlé de la FinTech. Pouvez-vous nous donner une définition de cette notion qui est nouvelle pour d'autres personnes? La FinTech, c'est vraiment c'est un collage de 2 termes, la finance et la technologie. Donc, c'est des structures, en général des PME, mais qui deviennent très grosses lorsque l'activité ou l'idée qu'ils ont eue est pertinente, qui sont spécialisées en fait dans tout ce qui est conception de produits et services pour la finance digitale. Donc, c'est la finance technologique. Ils utilisent en fait, c'est un moyen pour mettre sur place ou pour transformer digitalement certains produits et services. Alors, Monsieur Seka, avant d'aborder le thème du jour, pouvez-vous nous dire quels sont les points à mettre en place pour avoir un projet viable? Alors, déjà, je pense que ce point-là, il y a beaucoup de personnes qui devraient être intéressées. Pour mettre en place un projet, il faut d'abord avoir une idée. Le problème dans nos zones, c'est qu'on met en place des projets parce qu'on a vu le voisin faire. Ou on a vu la voisine faire et on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est pensé. Donc, il faut d'abord avoir une idée. Et cette idée-là, il faut la valider. Il faut pouvoir la confirmer, en fait.
Mais pour pouvoir confirmer cette idée-là, on ne le fait pas comme ça. L'idée qui est eue ou qui est identifiée, vous devez pouvoir vous assurer qu'elle répond à un besoin. Est-ce qu'elle résout un problème? Quand vous avez cette confirmation-là, cette idée-là, maintenant, vous vous rapprochez des personnes qui sont autour de vous pour pouvoir la tester, sans dire ce qui ferait la particularité de votre projet. Par exemple, je veux faire un taxi, mais je cherche à savoir est-ce qu'il y a des personnes autour de moi qui ont une expérience dans le domaine, qui ont eu des aventures bonnes ou mauvaises avec des chauffeurs de taxi, pour que vous puissiez en fait collecter des informations de l'environnement dans lequel vous voulez partir. Ok, c'est un peu l'étude de marché. Exactement. C'est des éléments qui contribuent en fait à l'étude de marché. Vous commencez vous-même à tester votre idée avant de rentrer en fait dans la mise en œuvre du projet. Lorsque vous avez fini de tester cette idée-là, vous l'avez validée, il faut pouvoir maintenant déterminer ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. Les techniciens parlent de business model. Le business model, en fait, c'est l'ensemble des éléments, les acteurs, les partenaires, les outils technologiques, les méthodes que vous allez mettre en place. Mais ce qui est important dans le business model, c'est comment je gagne de l'argent. Quand je sais comment je gagne de l'argent et que j'ai éprouvé comment je gagne de l'argent, il faut que je mette en place toutes les stratégies pour pouvoir mettre en place mon projet de sorte à ce qu'il soit viable. Cette partie stratégique qui est complétée par les comptes d'exploitation prévisionnels et puis les différents ratios pour assurer la rentabilité d'un projet, c'est ce que généralement on appelle business plan. En fait, je vous ai présenté les éléments dont on parle souvent, mais dans des termes qui sont beaucoup plus simples. Nous savons tous que le digital, c'est devenu incontournable, pour ne pas dire indispensable pour toute entreprise ou entrepreneur. Donc, selon vous, comment est-ce qu'on peut inclure le digital dans un projet? Alors, aujourd'hui, le digital est devenu incontournable, mais ce n'est pas par effet de mode. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'on parle de digital aujourd'hui parce que c'est le buzz du moment. Mais en réalité, moi, je peux sortir de chez moi sans ma montre. Je peux sortir sans mes lunettes, mais je ne peux pas sortir sans mon téléphone. Lorsque je sors et que je me rends compte que mon téléphone n'est pas là, je fais demi-tour. Exactement. Ça veut dire que le téléphone est devenu, qui est un outil digital, est devenu incontournable dans mon quotidien. Donc, c'est par rapport à ce constat-là, je dirais, que le digital aujourd'hui, il est devenu incontournable. Et la mise en place du digital, elle ne doit pas se faire de façon, j'allais dire, dans tous les cas, il faut mettre du digital dans mon activité. Si le marché ou si les cibles que vous avez ne sont pas des utilisatrices de digital, ce n'est pas la peine d'intégrer le digital. Exactement. Mais le digital, il peut intervenir à tous les niveaux dans la vie d'une entreprise. Lorsque vous entrez en relation avec des clients, pour les enrôler, pour leur souscription, lorsque vous voulez faire de la promotion, le digital peut intervenir. Au lieu de faire beaucoup de paparazzi et avoir plein de dossiers, vous pouvez aujourd'hui enregistrer vos clients via une tablette en 2-3 minutes, c'est terminé. Exactement. Vous économisez en espace, vous économisez en temps. Le digital intervient aussi dans le développement ou dans la proposition de nouveaux types de services. Je vais prendre le cas des banques. Avant, on parlait de banques de première génération où tout le monde allait au siège pour faire des opérations bancaires. Aujourd'hui, il y a des guichets automatiques. Il y a des cartes bancaires qui vous permettent d'aller un peu partout. Le digital a permis en fait de désengorger les institutions financières. Le digital vous permet aussi de mieux gérer et suivre vos clients. Pourquoi? Parce que vos clients, lorsqu'ils font des opérations avec une carte ou lorsqu'ils sont enregistrés correctement chez vous, vous savez plus ou moins ce qu'ils font. Donc, vous avez la possibilité d'anticiper leurs besoins. Donc, vous avez un plus en fait par rapport à quelqu'un qui, lui, ne suit pas ses clients, qui ne sait même pas ce qu'ils vivent. Le client, par exemple, il reçoit son salaire le 30, le 1er, il n'a plus rien. Ça veut dire que il a des besoins. Avec le digital, vous êtes capable de pouvoir
générer des alertes pour savoir que ce client-là, par exemple, 2 ou 3 jours après que son salaire soit viré, il n'a plus rien sur son compte. Donc, pour pouvoir l'approcher à travers les chargés clientèle, pour leur faire des propositions. Et là, le client, en fait, il se sent à la limite important. Il se sent considéré. Et ça fait que vous créez un lien avec ce client-là qui fait qu'il ne partira jamais, même si vous lui faites, même si le service se détériore, et il va se sentir toujours redevable de votre institution parce que vous tenez compte de lui et vous l'appelez, vous le contactez quand il y a quelque chose. Exactement. Donc, dans le secteur du digital, on appelle ça le Customer Relationship Management. Exactement. Donc, voilà. En fait, j'évite d'aborder les thèmes trop techniques. Exactement. Ouais. Donc, Monsieur Sekar, pouvez-vous nous dire comment utiliser le digital pour se faire démarquer de ses concurrents? J'ai commencé peut-être à aborder quelques points dans la question précédente, mais réellement, c'est collecter des données qui vous permettent de comprendre les habitudes et le fonctionnement de votre client. Partant de cela, comment collecter ces données avec des outils ou quoi? Comment le faire? Vous avez plusieurs méthodes. Aujourd'hui, les gens vont se dire tout de suite que si on n'a pas de moyens pour acheter un dispositif ou un logiciel, on ne peut pas le faire. Vous pouvez mettre quelqu'un qui est là à l'entrée lorsqu'un client finit de faire une opération qui enregistre les données de ce client-là et qui vous permet après, en fait, de savoir, quand par exemple un client est arrivé aujourd'hui, ou des services qui sont, si vous vendez des produits qui sont récurrents, où chaque mois, des personnes sont censées les acheter. Imaginez que vous avez collecté les données de vos clients, peut-être à partir d'une carte de fidélité que vous avez mise en place. Et chaque fois que le client il arrive, il badge pour pouvoir faire ses opérations. Quand vous constatez, si vous faites vraiment une revue de vos données, si vous remarquez que ce client-là n'est pas revenu après 1 mois, c'est qu'il y a un problème. Si par exemple il est dans un supermarché où il est censé, la pâte dentifrice est finie au moins chaque mois, donc le gars il est censé repasser. S'il ne passe pas, il y a un problème. Exactement. Donc vous pouvez à partir de cette analyse de données-là, identifier vos clients qui ne sont pas revenus et les contacter pour savoir s'il y a des propositions à leur faire. Je ne dis pas de les appeler au téléphone. Vous pouvez leur pousser des mails ou des messages pour des promotions de produits qu'ils ont l'habitude d'acheter, pour des services dont ils peuvent avoir besoin, et ainsi de suite. Dans tous les secteurs d'activité, vous pouvez mettre en place des dispositifs de ce type. OK. Donc, quels sont les indicateurs à suivre quand on utilise le digital? D'accord. Je vais peut-être aller, pour être un peu plus... je vais aller vers les sites de e-commerce. OK. Qui sont vraiment totalement digitales. Exactement. Au niveau du e-commerce, ce qui est important, c'est le nombre de visites et le taux de conversion. Mais pas seulement. Là-dedans, il faut qu'on sache si, en plus, déterminer ce qu'on appelle le taux de rebond, ce qu'on appelle les abandons de panier et tout ce qui est nombre de visiteurs uniques. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans une activité qui est totalement digitale, surtout au niveau du e-commerce. Donc, ces éléments-là, déjà, pour pouvoir les évaluer, il faut avoir ce qu'on appelle un bon SEO. Le SEO, c'est une sorte de référencement. C'est le référencement naturel qui permet en fait à votre site web d'être bien vu par tout ce qui est moteur de recherche. C'est la première base. Exactement. Il faut qu'il y ait des mots-clés qui soient intégrés dans votre site web e-commerce pour qu'ils soient, j'allais dire, identifiés lorsque la personne vient sur Google ou sur les autres moteurs de recherche, Yahoo et autres, et qu'il saisit par exemple mèche. Je parle à une femme, donc je parle de mèche. Ou bien bijoux, je ne sais pas. Elles aiment les bijoux, effectivement. Donc, il met mèche. Si vous distribuez sur votre site e-commerce des mèches, il faut que vous trouviez le moyen pour que Google reconnaisse que votre site fait ou distribue des mèches. Exactement. Et donc, il y a tout ce référencement-là qui est important à la base. OK. Donc, il faut mettre l'accent sur le référencement. OK. Donc, pour donner deux petites astuces,
Pour avoir accès à ces données que vous avez dit, on sait tous qu'on peut utiliser Google Analytics, Oui. qui est important et qui doit être intégré sur le site e-commerce. Bien sûr. Ok. C'est pertinent parce que si vous n'analysez pas qui vient sur votre site, si vous n'analysez pas comment ça fonctionne votre site, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous naviguez à vue en fait. Ok. Alors, merci Monsieur Seka. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre présence. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin ira à l'endroit peut-être de tous ceux qui développent des activités dans le digital. Le plus important pour qu'une activité digitale se développe, c'est la confiance. Exactement. Et cette confiance-là, elle se crée par la qualité des produits que vous allez mettre à la disposition de vos clients. Sur le site web, ça veut dire que par exemple, si vous mettez une photo d'une chaussure, lorsque le client achète cette chaussure, il faut que ce soit vraiment conforme à la photo que vous avez mise. Sinon, il peut être découragé, il ne reviendra pas et il va être un mauvais ambassadeur pour vous. Il faut donc cette confiance-là, elle doit être créée. Et pour qu'elle soit créée, les autorités doivent continuer tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour lutter contre la cybercriminalité, pour que les gens n'aient pas peur d'aller sur les sites web. Mais aussi, les e-commerçants doivent prendre en compte tout ce qui est mesure pour les recours clients. Lorsque j'achète quelque chose et que ce n'est pas adapté à ce que je veux, je dois pouvoir ramener cela. C'est des éléments qui manquent dans les différents sites e-commerce que nous avons dans nos pays et je pense que la mise en place de ces différentes mesures-là est de nature à créer cette confiance qui est indispensable pour le développement du digital. Je vous remercie. Merci. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt dans le Carrefour Digital.